pour recréer du lien, il faut faire un journalisme plus humain. Il faut aussi faire une technologie beaucoup plus humaine, parce que la techno nous fait un peu peur. Nous, quand on a monté Flint, on y a mis beaucoup d'humains. D'ailleurs, la valeur de la techno qu'on met aujourd'hui, quand on a essayé de la mesurer, puisque quand on a levé des fonds, il fallait qu'on mesure aussi la valeur de ce qu'on a amené, et puis quelque part, quelle était la barrière concurrentielle, on va dire. On s'est rendu compte que l'humain était important, puisque dans l'intelligence artificielle qui anime les algorithmes de Flint, l'important, c'est les données. Si les données sont pas bonnes, il y a des biais et ça crée des erreurs. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, on va continuer notre quête pour tout comprendre sur les newsletters. C'est pas non plus une série spéciale que je faisais, mais vous le savez, les newsletters, c'est un des sujets chauds tendance en 2021. Donc après avoir parlé des newsletters gratuites financées par des sponsors, les newsletters payantes, les clubs autour des newsletters, aujourd'hui, place aux newsletters rédigés par des robots. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis aujourd'hui avec Benoît Raphaël de Flint Media. Bonjour Benoît. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour te situer, pour ceux qui ne te connaissent pas, Benoît, t'es un serial créateur dans les médias. T'as commencé je vais raconter un peu ton parcours qui est intéressant, qui permet aussi de comprendre un peu la genèse de Flint. Tu as commencé en 2000 au Dauphiné Libéré. Et puis après, alors peut-être tu pourras nous préciser quand tu es venu à Paris, mais tu as été à l'œuvre de beaucoup de projets numériques dont on parle encore un peu aujourd'hui, portés par des rédactions et des médias un peu plus old school, en tout cas le traditionnel comme Europe 1, le Nouvel Obs, Le Monde. Et après quelques expériences donc en agence, tu as lancé Trendsboard. Pour ceux qui se souviennent, on en avait beaucoup parlé à l'époque, une start-up spécialisée dans l'analyse de tendances, les signaux faibles en temps réel dans l'information, qui équipait pas mal de rédactions. Et puis donc Trendsboard donnera naissance ensuite à Flint, ton grand projet actuel de fil d'actualité ultra personnalisé qui aide les lecteurs dans leur curation d'actualité pour des recherches en B2B sur des thématiques, ça peut être de la passion économie aussi, on pourrait en parler. Et en plus de ça, tu es un des membres fondateurs du Hub IA, un think tank, do tank français qui participe à la promotion et la vulgarisation de l'intelligence artificielle dans notre pays. Est-ce que j'ai bien résumé ton parcours ? Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien, j'oublie pas de choses. Voilà. Alors, on pourrait même être plus précis parce que dans ces grands projets dont on parlait, tu as co-créé le lab d'Europe 1, le plus du Nouvel Obs et le post auprès du monde interactif. Donc, c'était vraiment les débuts du web 2.0, comme on disait. Oui, en France, c'était autour de 2007 avec l'arrivée des premiers réseaux sociaux. Quelques années après aussi l'arrivée des blogs. Alors en France, c'était les Skyblogs. Aux États-Unis, on a commencé vraiment à parler des blogs et de cette révolution de l'interactivité, de la discussion sur Internet après les attentats de 2001. Et le Web 2.0, c'était vraiment le fait que la qualité du réseau permettait en fait à chacun de pouvoir devenir son propre média. Donc c'est un petit peu ça qu'on a appelé le Web 2.0, le Web 2.0. Il n'y a jamais eu de Web 3.0 d'ailleurs, parce que maintenant on est passé à quelque chose de beaucoup plus mainstream concernant le côté participatif de l'information. Ouais. Exactement. Donc voilà, toi, tu as aidé ces organisations à prendre ce virage du monde de ce côté participatif, hein, tu l'as dit, où tout le monde peut avoir quelque chose à dire. Et puis, donc, tu as aidé des rédactions à adopter de nouveaux usages, notamment à Nice Matin. Quelles sont les leçons que tu retiens de ces expériences, s'il y a des grandes leçons que que tu peux donner? Il y a deux leçons. D'abord, il y a une logique dans ce parcours-là, en fait, au-delà du parcours personnel. Il y a une réflexion, puis une sorte de conviction, en fait, en tout cas, que l'information, elle n'est valable que si elle peut être partagée par le plus grand nombre, si chacun peut aussi donner de sa voix. Moi, je viens de la presse locale, et la presse locale, on faisait parler les gens.
Et les gens, c'était nous, on s'incluait dans les gens, ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. On a tendance à penser que les gens, c'est la France profonde. Et je pense que le fait de multiplier les voix permet de trouver plus de solutions et plus appropriées dans un monde qui était déjà complexe, qui le devient de plus en plus parce qu'il est de plus en plus internationalisé, de plus en plus interconnecté. Et donc, tout ce que j'ai essayé de creuser, c'était des interrogations, puis des tests. On a fonctionné vraiment en test and learn. Je peux pas dire que j'ai une vision que j'ai réussi. Je pense que chaque fois on se posait des questions, c'était toujours de voir comment est-ce qu'on pouvait impliquer le plus possible chacun dans la production de l'information, dans sa construction, donner plus de transparence aussi, et puis faire en sorte que cette information nous soit vraiment utile, parce que l'info c'est pas juste un business, c'est pas juste non plus diffuser au plus large nombre, c'est faire en sorte que l'info nous serve à avancer dans notre société, tant au niveau des entreprises d'ailleurs qu'au niveau de la démocratie. On voit aujourd'hui à quel point c'est devenu essentiel. Donc c'est ce que j'ai appris, et à chaque fois poser des jalons différents. En 2007, quand on a créé le Post.fr pour le groupe Le Monde, c'était un média populaire, participatif, auquel participaient aussi les journalistes. Et l'idée, c'est d'arriver à faire monter des voix et aider chacun aussi à pouvoir s'exprimer. Donc on était vraiment dans le participatif. Le Lab d'Europe 1, on était beaucoup plus dans quelque chose qui permettait de dire l'information, je le trouve aussi sur Internet. Ça demande aussi de la vérification. Ça, c'était en 2011. Le Plus de l'Op, c'était un peu comme le Post. L'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à chacun de s'exprimer en ayant un accompagnement journalistique assez proche finalement de ce que fait The Conversation aujourd'hui, uniquement avec les universitaires. Et puis Nice Matin, on essayait de résoudre une autre problématique, qui était de se dire l'information est tellement négative qu'elle finit parfois par nous plomber. Et comme on est dans un monde où on a envie tous d'agir, on a la capacité d'agir aussi aujourd'hui, on a besoin d'une information qui nous amène plus de solutions. Et des études avaient montré que au-delà du problème, on essaie d'apporter une solution, eh bien, il y a plus de lecture, il y a plus d'interactivité avec l'information, puis surtout, les études montraient que l'audience comprenait mieux le problème. Donc, c'était aussi de l'info-fatigue qui nous déprime un peu. On l'avait ressenti en 2014 qu'on avait lancé ça, et l'idée, c'était de monter pour Nice Matin une vraie offre qui implique la rédaction, qui soit une offre payante autour du journalisme de solutions. Et puis maintenant, j'essaie de régler une autre problématique qui est celle de la surinformation, qui entraîne aussi de la désinformation, également de l'info-fatigue. Donc c'est toujours un peu la même logique. En fait, on part du participatif, tout le monde devient média, ça crée une énorme richesse, mais au bout d'un moment, ça finit par créer un chaos. Et comme c'est allé très très vite, il faut arriver quelque part maintenant aujourd'hui à faire en sorte que l'audience puisse être capable de tirer le meilleur de cette richesse-là. Donc maintenant, il faut aussi travailler sur des algorithmes qui vont nous aider chacun à faire le tri. Et puis, je pense aussi, il faut nous aider à ce que Gérald Bronner, le sociologue, appelle, il faut travailler le système immunitaire de notre cerveau. Il faut aussi qu'on apprenne, nous, à décrypter l'information, donc à travailler notre esprit critique. Donc, c'est tout ça qu'on a voulu mettre dans le projet Flint, qui est un petit peu un aboutissement de toutes ces années de tests, de succès, d'échecs et de réflexion. D'accord. Et est-ce que, donc tout ça je le comprends bien, donc il y a quand même, c'est important avant qu'on plonge dans Flint, un peu en fil rouge quand même ce côté humain au-delà de l'aspect tech, parce que justement là on va pas mal parler de tech puisque Flint c'est quand même une tech à la base, mais ce qui est intéressant et donc qui est la genèse de Flint, c'est quand même le côté humain, à la fois de pouvoir les gens puissent participer, mais que tout ça ait aussi du sens. Tu parlais de ce que vous avez mis en place chez Nice Matin, ce journalisme de solution ou d'impact, c'est une autre manière aussi de raconter ce qui se passe, et ça dépasse évidemment bien la tech ou l'innovation. Oui, en fait, c'est tout le débat qu'il y a eu autour d'Internet. D'ailleurs, est-ce qu'Internet est responsable du chaos de l'info? Est-ce que c'est Internet ou est-ce que c'est la façon dont on l'utilise? La tech a toujours été un outil. Donc, je pense qui est essentiel, mais depuis de nombreuses années, moi, j'ai toujours parlé de journalisme de l'empathie, c'est-à-dire en fait un journaliste qui fasse en sorte qu'on s'écoute les uns les autres, qui fasse aussi en sorte que les journalistes écoutent leur audience et se mettre au niveau de chacun, une forme de journalisme un peu plus horizontale en tout cas, chacun évidemment gardant son rôle. Et la tech, c'est la même chose, elle doit être au service de l'information, autant du lecteur que du diffuseur de l'information. Puis comme maintenant on est tous lecteurs-diffuseurs, c'est assez essentiel. Donc la dimension humaine, elle est importante. La dimension psychologique aussi, elle est essentielle. Et celle du sens aussi. Une des grands défis en fait des médias aujourd'hui, mais comme
pour de nombreuses institutions, c'est celle de la défiance. Donc à l'envers, celle de la confiance. Et pour regagner la confiance, il suffit pas d'être bon et d'être exact. On peut faire le meilleur contenu, on peut penser avoir absolument raison dans ce chaos dans lequel on est aujourd'hui, où beaucoup d'institutions sont... Non, ça suffit pas. Il faut au contraire être beaucoup plus transparent, beaucoup plus humain, raconter son histoire, montrer qu'on est tous des humains et qu'on a tous nos biais, nos faiblesses, nos erreurs. Il faut le raconter, tout ça. Pour recréer du lien, il faut faire un journalisme plus humain. Il faut aussi faire une technologie beaucoup plus humaine, parce que la techno nous fait un peu peur. Et nous, quand on a monté Flint, on y a mis beaucoup d'humains. Et d'ailleurs, la valeur de la techno qu'on met aujourd'hui, quand on a essayé de la mesurer, puisque quand on a levé des fonds, il fallait qu'on mesure aussi la valeur de ce qu'on a amené, et puis quelque part, quelle était la barrière concurrentielle, on va dire. On s'est rendu compte que l'humain était important, puisque dans l'intelligence artificielle qui anime les algorithmes de Flint, on en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, mais l'important, c'est les datas, c'est les données. Si les données sont pas bonnes, il y a des biais et ça crée des erreurs. Et les données, elles doivent être entraînées par des humains. Donc c'est toute la dimension intelligence collective, toute la communauté qu'on a créée, qui ont permis à ces données d'être beaucoup plus fortes. Et donc on est sur une technologie qui est nourrie à l'humain. Et ça, c'est le pilier en fait de ce qu'on propose. Mais je pense qu'on peut l'élargir à tout ce qui est Internet. Je pense que l'humain doit être au cœur en fait de l'utilisation de la technologie. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, et même on pourrait dire peut-être un peu naïvement que c'est paradoxal que tu sois sur un projet avec autant de techno quand tu prônes tant l'humain et le côté horizontal et le côté humble. On pourrait imaginer que t'aies lancé un média juste au contraire, tu vois, très slow, avec de l'impact, beaucoup d'humains, etc. Et alors que t'es parti sur un projet avec une newsletter rédigée par des robots, tu vois. Mais tu l'expliques très bien effectivement qu'en fait la techno est juste au service de cette intelligence collective et l'humain, mais c'est vrai que tu as un côté un peu paradoxal, clin d'œil en fait, que toi tu sois parti sur un projet de robot. Oui, alors c'est paradoxal, et en même temps, quand tu regardes en fait ce à quoi on fait face aujourd'hui, il y a eu un délire, moi je pense quelque part dans le milieu dans le monde des startups, où on pensait qu'on pouvait tout automatiser et que finalement c'était magique, on pouvait se passer en partie des humains, que c'était super facile, qu'on allait tout disrupter comme on disait, et on se rend compte aujourd'hui en fait des dégâts que ça peut faire et des biais que ça a pu poser, notamment dans l'information, les algorithmes de recommandation qui étaient magiques parce que ça permet de trier l'info de façon extraordinaire, de tout personnaliser, puis de n'apporter aux gens que ce qui les intéressait. On se rend compte que ces algorithmes, parce qu'à partir du moment où on a commencé à y intégrer du machine learning, c'est de l'apprentissage automatique, ces algorithmes, en fait, ont construit leur propre modèle, indépendamment d'ailleurs des humains, parce qu'ils étaient autonomes, de façon à les pousser de plus en plus à avoir plus d'engagement sur certains contenus et leur pousser des contenus les plus extrêmes, puisque c'était ceux qui créaient le plus d'engagement. Donc on voit bien que la technologie, si on la laisse toute seule, si on met pas de l'humain derrière, si on met pas de sens derrière, ça finit par entraîner des dérives qui peuvent ensuite porter atteinte à notre qualité d'information, à la pertinence de notre information, mais aussi parfois porter atteinte à la démocratie, mais aussi à l'économie. Et de la même manière, pourquoi la technologie elle est utile? C'est pas juste un délire. Si tu prends l'origine de l'intelligence artificielle et l'origine de l'ordinateur, qui a été pensé et inventé, en tout cas c'est lui aussi qui l'a théorisé, c'est Alan Turing. Alan Turing, il s'est retrouvé face pendant la guerre à une machine qui était la machine des Allemands, qui s'appelait Enigma, voilà, et qui permettait, des nazis, pardon, qui permettait en fait d'encoder, donc de créer des codes secrets qui étaient absolument indéchiffrables. Pourquoi ils étaient indéchiffrables? Parce qu'ils étaient faits par une machine, et même des milliers d'humains en fait ne pouvaient pas déchiffrer parce que c'était devenu trop complexe. Et qu'a dit Alan Turing? Il a dit, contre une machine, il faut que je crée une nouvelle machine. Et de la même manière, en fait, quand on a pensé Flint, on s'est dit, contre la machine des algorithmes des réseaux sociaux qui est devenue un peu folle et sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle, nous, citoyens, il faut créer une autre machine. Donc c'est assez logique, en fait, de se dire, pour régler ce problème de la surinformation et de la désinformation, il faut créer une machine et qui soit une machine à algorithme vertueux. Cette notion de vertu des algorithmes, je pense qu'il faut pas éliminer la techno parce qu'elle nous fait mal, il faut au contraire s'en servir parce que c'est aussi un élément de progrès et d'émancipation. De toute façon, si on n'a pas les algorithmes, on pourra jamais trier l'info, c'est trop le bordel. Donc on peut se donner bonne conscience en faisant que de la slow info, moi je trouve ça très bien, mais il y a quand même une richesse absolue dans l'info, on peut pas s'en passer, c'est dommage. Donc cette machine, c'est pas parce que les algorithmes parfois nous entraînent dans des biais
qu'on peut pas créer des algorithmes qui nous entraînent dans le bon sens et dont on puisse comprendre le modèle. Donc c'est un peu cette logique-là. Ouais, c'est ça. C'est plutôt que de dire ça n'existe pas et je préfère me tourner vers un truc slow, etc., humain, c'est plutôt y faire face en se disant comment, comme tu l'as décrit en fait de Turing, quoi. C'est construisons une machine qui fera mieux le tri, qui sera mieux au service des humains. Et c'est embrassons la technologie en essayant de mieux la contrôler pour l'améliorer quelque part. Ouais, le meilleur exemple des bienfaits de la technologie, c'est Wikipédia. Oui. On utilise la puissance technologique d'Internet avec une communauté, un collectif, des règles qui ont tous leurs biais, qui ont tous leurs biais évidemment, mais c'est un bon exemple d'une utilisation qui est positive de la technologie pour le bien de tous. Donc je pense qu'il faut partir sur ces bons exemples-là et si on doit construire une technologie demain, pour moi, c'est pas une déconstruction de la technologie, c'est pas une décroissance. Enfin, après, chacun ses idées. J'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, la technologie peut nous aider à construire un monde meilleur demain, et puis même une économie plus saine et qui se développera mieux que les quelques années assez excitantes effectivement, mais qui ont su amener beaucoup de chaos. Et exactement. Écoute, super. On a bien, je pense, posé le contexte, les enjeux et ce qui t'a amené justement à Flint. Donc, on comprend effectivement que que c'est Transbot qui a donné naissance à Flint. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est Flint et comment ça fonctionne concrètement? Comme si j'aime le fameux Explain Like I'm Five de Reddit. Si tu dois expliquer à un enfant de 5 ans comment ça fonctionne, Flint. Alors Flint, nous, on est ni un média, ni un outil de veille, on est un acteur technologique de l'information et on apporte en fait un ensemble de ressources qui sont fondées sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots explorateurs intelligents de l'info et l'intelligence collective. Et l'idée, c'est de permettre à chacun en fait de s'informer de façon plus rapide et plus pertinente. Donc concrètement, ça se manifeste comment? On reçoit des newsletters qui sont personnalisés, qui vont nous faire une sélection d'informations pertinentes. Donc, ça peut être des articles, des podcasts, des vidéos. Et puis, on va pouvoir, le robot va s'adapter à nous. Donc, on peut entraîner son propre robot en lui disant ce qu'on trouve intéressant et de qualité et ce qu'on trouve pas intéressant. Et le robot va petit à petit s'adapter, tout en essayant de nous surprendre parce que le biais des algorithmes, c'est de nous enfermer parfois un peu dans notre bulle. Les fameuses bulles, oui, effectivement. Les fameuses bulles d'information que plus on personnalise, plus il nous ramène toujours la même chose. Et comme il y a toujours du machine learning, le robot établit ses propres règles et pourrait imaginer que pour vous faire cliquer plus, il faudrait en fait que vous proposez un peu toujours la même chose. Donc, on rajoute une dose, on va dire, entre guillemets, d'ouverture et de surprise qui passe par la diversité des sources. Mais ce qui caractérise le plus Flint par rapport à d'autres algorithmes de recommandation, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment centré sur la pertinence, la valeur d'usage d'une information. Donc, c'est pas un tri sémantique comme on a habituellement. On va trier par mots-clés. Tu t'intéresses à quoi? Tu t'intéresses aux médias. Oui, je croise des hashtags et je me dis, bon, voilà, il y a les 3 hashtags qui correspondent à ce que veut mon lecteur. Donc là, cet article-là sera bien. Non, vous, ça va au-delà de ça. Il y a une analyse du contenu. Toute la base de Flint, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à pouvoir recommander des articles en fonction de leur qualité. Alors au début, on a cherché des critères, et les critères, c'est compliqué parce que ça dépend de chacun, ça dépend aussi du niveau d'expertise de chacun. C'est pour ça qu'on en est venu au machine learning, parce que en montrant au robot ce qui nous paraît de la qualité, donc pour chacun, le robot va établir une règle de qualité, donc des critères de qualité qui vont être spécifiques à chacun en fonction de son niveau d'expertise et de ses centres d'intérêt. Donc c'est vraiment la qualité qui est au cœur, c'est ce qui nous différencie en fait de l'ensemble des produits ou des plateformes qui proposent du tri de l'information. D'accord. Et pour bien comprendre le robot, l'algorithme ou le machine learning, peu importe comment on le nomme, est-ce qu'il comprend le texte ou est-ce que vous avez mis ensemble vous avez mis en place un ensemble de règles qui font que on croise et que en croisant un peu en se disant par exemple ce média-là c'est un média sûr donc il a tel score, la longueur d'un texte ou le nombre de commentaires, le nombre de partages, et c'est un ensemble de critères qui font que on a un score de qualité, ou est-ce que il y a une analyse du texte et une compréhension du texte par la machine qui est capable de dire c'est bien écrit, c'est un bon texte?
Alors, tu vois, bah déjà, effectivement, établir des critères de qualité, c'est hyper casse-gueule. Parce que ça, c'est subjectif en Ouais, plus. c'est ce que le monde a voulu faire avec le décodex. Ils ont été assez critiqués parce que qui est capable de dire ce qui est de qualité, ce qui est dangereux, ce qui est faux, ce qui est vrai, etc. Donc, on n'est pas parti là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus complexe et quand on rentre, quand on est bien, quand on connaît bien ça, pardon, on se rend bien compte que c'est assez complexe. C'est un petit peu, si tu veux, comme quand tu essaies de faire reconnaître une photo de chat ou de chien à un robot, donc à une intelligence artificielle. Quand on parle de réseau de neurones, de deep learning, on prend souvent cet exemple-là, en fait, de la reconnaissance du chien et du chat. Le robot, il comprend absolument rien à ce qu'il voit. En fait, lui, ce qu'il voit, c'est des points avec des couleurs. Donc, il a une grille avec des millions de points. Et quand on lui voit ces millions de points, on lui dit que c'est un chat. Ok. Oui, donc, et ensuite, on lui montre pareil. Et là, c'est un chien. Et là, c'est un chien couché de soleil. Là, c'est un chien noir. Là, c'est un chien vu de dos. Bon, comment est-ce qu'il fait? En fait, il analyse tous ces éléments. Donc les éléments de l'image, donc en fait ça n'a rien de conceptuel, tu vois, quelque part, c'est uniquement des points et on va lui en montrer. Alors lui, il faut lui en montrer quelques centaines de milliers de fois pour qu'il arrive à comprendre. Et au bout d'un moment, quand il va voir une photo de chien, en fait, en analysant simplement les données qui sont intégrées dans l'image, donc c'est pas vraiment la photo qui compte, c'est les données de pixels notamment. Il va déterminer mathématiquement, il va prédire que c'est un chien à 95%, 96%. Et dès qu'on est au-delà de 90%, on estime que la prédiction est bonne. C'est exactement la même chose qu'on fait avec Flynn, c'est-à-dire qu'on lui donne pas de règles, on lui donne des neurones. Donc ces neurones vont correspondre à des critères. Un neurone, c'est une fonction mathématique avec un poids globalement. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que donc là on a entre 100 et 300 neurones, on va dire. Donc ça fait 100 et 300 critères qui sont des critères mathématiques. Et le robot, il va recevoir l'article, par exemple, ou la vidéo avec toutes les métadonnées qui vont avec. Donc, il y a du texte, il y a aussi des métadonnées sociales, il y a des métadonnées sur la source, sur l'auteur, etc. Et puis ensuite, tout un historique de métadonnées qui peuvent venir accompagner tout ça. Et il va faire ce qu'on appelle une vectorisation, c'est-à-dire qu'il va essayer de situer cet article-là dans un espace à 300 dimensions, à 300 critères. T'imagines, on est dans un monde à 3 dimensions, ben là, tu passes à 300 dimensions. Et ensuite, il va essayer de situer l'utilisateur par rapport à tout ça. Et donc, à la fin, au bout d'un moment, il établit sa propre règle mathématique qui va être capable ensuite de prédire pour chaque utilisateur quel est le contenu qui va être le plus pertinent pour lui, donc qui va être le plus de qualité en fonction de son comportement par rapport à l'info. D'accord, donc c'est pas un score par contenu, c'est cette vectorisation, ces 300 critères dont tu parles, confrontés à chaque utilisateur, l'appétence de chaque utilisateur par rapport à ce contenu. C'est ça, il n'y a pas un score par contenu en fait. Alors il y a un score par utilisateur par contenu. Mais évidemment, si toi, fasses par exemple, je sais pas, un article sur Britney Spears, peut-être que toi tu vas avoir un score de 98% parce que tu es passionné par Britney Spears. Moi qui m'y intéresse moins, peut-être que je vais avoir un score de 76%. Et c'est pas que le sujet, c'est aussi la qualité de l'article. Peut-être que toi, en fait, tu vas préférer un article du New York Times parce que c'est plus sérieux, etc. Et moi, je vais peut-être préférer un article beaucoup plus léger de Hollywood Reporter, par exemple. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, selon la source, selon l'article, le robot va être calculé selon une règle que nous, on n'est pas capable de voir. Hein. Encore une fois, la règle, c'est lui qui la détermine, c'est une règle mathématique. Eh bien, il va te situer plus ou moins loin de ces articles-là en fonction de la qualité de traitement et en fonction du sujet qui pense pouvoir t'intéresser. Ce qui permet de faire des choses assez extraordinaires, ça permet aussi de faire des passerelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'intéresses à un truc que tu vas pas t'intéresser à autre chose. Et en fait, mathématiquement, on peut se rendre compte que c'est la magie des algorithmes quelque part, que si tu t'intéresses à ça, c'est peut-être aussi quelque part parce que tu t'intéresses à quelque chose de plus profond. Par exemple, c'est peut-être le traitement médiatique des people, par exemple. Mm-hmm. Et du coup, finalement, il va aller te proposer un article sur le traitement médiatique des people, alors qu'en fait, c'est pas le sujet de Britney Spears, tu vois. Donc, il le sait pas consciemment. Ouais, bien sûr, mais vous êtes capable, enfin, les algorithmes sont capables d'émettre ce genre de rapprochement. C'est ça permet de faire des passerelles qui sont pas des passerelles sémantiques, qui sont plutôt des passerelles qui sont liées à des usages, à des règles mathématiques qui va tirer de ton comportement face à l'info. Quand tu lui dis j'aime ce contenu-là, je le trouve intéressant, je le trouve pas intéressant, c'est les seules données personnelles qu'il a de toi, hein, donc c'est très interactif et très transparent puisque tu sais exactement ce que tu lui dis. Tu peux d'ailleurs supprimer ton historique si tu veux lui enlever des choses que tu lui as dit et le robot s'adapte. Donc c'est un bouton vert ou rouge, hein, ça m'intéresse, c'est hors sujet, qui permet d'entraîner le robot. C'est assez simple comme. Ouais, après j'imagine qu'on pourrait aller plus loin en se disant combien de temps l'utilisateur a passé sur tel ou tel article, pondérer, donner des notes, mais déjà un plus ou un moins, ça vous permet déjà d'alimenter la machine.
Oui, parce qu'en fait, on a quand parlais tout à l'heure du chien et du chat, on dit qu'il faut entraîner le robot plusieurs centaines de milliers de fois. Ouais. Donc évidemment, nous, nos premiers robots, il fallait les entraîner pas loin de plusieurs milliers de fois en fait pour que le robot comprenne à peu près déjà ce qui nous intéressait, ce qui était absolument impossible à mettre en production. Et donc on a travaillé beaucoup sur l'intelligence collective des robots, et ensuite on a fait intervenir des experts qui sont venus aussi entraîner les robots, et les robots ont observé comment les meilleurs experts entraînaient les meilleurs robots, et petit à petit on a créé une sorte de culture générale des robots, ce qui fait que on est passé de 10 000 articles sur lesquels il fallait faire un feedback, un retour au robot, à 10 articles. Parce que les robots s'auto-entraînent entre eux. Donc c'est ça qui est assez magique dans l'intelligence artificielle. Les robots sont très très cons, mais ils se comportent un peu comme des plantes, quoi. Et on a un peu passé ces 4 dernières années à améliorer l'intelligence artificielle. C'était vraiment le focus qu'on avait avant la levée de fonds, de façon à s'en occuper comme un jardin, c'est comme un petit peu un biotope. T'as des humains, des machines qui interagissent entre elles, qui se comprennent pas forcément, et qui petit à petit en fait ça donne une vraie richesse avec donc quelque part tu as besoin de moins en moins d'interactions. Maintenant les robots réagissent très très vite, parfois avec 2-3 articles ils arrivent tout de suite à comprendre, ça va très vite selon les sujets qu'ils maîtrisent mieux, et c'est ça qui est assez magique. Tu as l'impression de développer un organisme vivant. Du coup t'apprends énormément de choses en fait sur ce que c'est la technologie, et en quoi la mathématique peut avoir un lien aussi avec la nature. Enfin bon, c'est dans la philosophie, mais non, mais c'est un beau parallèle, essayer de comprendre, et je pense que c'est aussi le propre de l'humain de pouvoir toujours rapprocher à quelque chose qu'il connaît, parce que sinon c'est des notions qui sont hyper dures à appréhender, tu vois. Quand tu connais pas, tu connais pas forcément la technique, comment ça se passe derrière, c'est sûr qu'avoir une image ça permet un peu de comprendre. Est-ce que toi justement t'es un peu technique, t'es pas, enfin arrête-moi si je me trompe, mais t'es pas développeur, c'est pas toi qui met les mains dans le cambouis, où tu vois les résultats et toi tu peux mettre des plus, des moins, ou tu bosses aussi sur les 300 dimensions dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais techniquement, comment tu te frottes à cette intelligence artificielle de Flint au-delà d'être un utilisateur actif? Alors Flint a été créé par Thomas Maillet et moi. Donc Thomas Maillet, lui, c'est l'ingénieur en big data et en IA, en algorithme plutôt. On n'est pas vraiment ingénieur en IA, on est peut-être ingénieur en machine learning si on le met. Mais donc c'est lui qui a conçu, qui pense les robots, qui a vraiment aussi toute la philosophie technique. En fait, il réfléchit beaucoup en fait sur ce qu'il appelle lui une vision frugale en fait de la technologie, c'est-à-dire que une technologie qui soit assez durable, qui prenne moins d'énergie possible, etc. Et c'est lui qui a vraiment conçu ça. Moi, je suis journaliste, mais en fait, le métier que j'ai appris, c'est celui d'éleveur de robots. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé ces 4 dernières années à entraîner des robots et ensuite à animer des communautés de clients, d'abonnés, d'experts pour que eux-mêmes entraînent le mieux possible leurs robots. Donc quelque part, j'étais plus sur la partie data, on va dire, ce qui est la partie data de l'IA. J'ai essayé de prendre des cours de machine learning, mais sincèrement, je me suis arraché les cheveux. C'était l'enfer, et j'ai encore des traces de ce que j'écrivais ça sur un livre. Donc à la fin, j'en pouvais plus. Je mettais des têtes de mort partout. Je comprends rien. J'ai pas l'esprit mathématique à la base, mais je trouve ça fascinant. Et on échange énormément avec Thomas. Ça fait des années. C'est presque 10 ans qu'on travaille ensemble avec Thomas. Oui, il était déjà chez Transboard au départ de l'aventure. Donc je comprends ce qui se passe, je comprends la technologie, je comprends aussi ses enjeux, parce que dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de croyances, et en fait, le fait de comprendre comment ça marche, ça permet d'éviter ces croyances-là et d'être beaucoup plus concret. Donc j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je sais pas coder, j'essaie de mettre Python, qui est le langage du machine learning. C'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps, donc je regarde un peu. Dans ta bucket list, mais c'est pas, voilà, c'est plus pour mieux comprendre. C'est pour mieux comprendre, parce que je trouve ça fascinant, parce que Python, c'est un langage incroyable. C'est un des langages du futur. C'est le langage qui te permet de parler à la machine et de parler aux algorithmes. Ça devrait être quelque part quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, parce que l'enjeu de l'intelligence artificielle demain, de ses dangers, mais aussi de son potentiel, c'est qu'on soit tous capables de comprendre comment marchent les machines, que ça ne soit plus une espèce de veau d'or, une espèce de statuette magique qui serait super intelligente et supérieure à nous. C'est pas du tout le cas. Ça rejoint un peu de ce que tu nous disais tout à l'heure, quoi. Ça doit être au service de l'humain, et plus on le comprend, et le langage en l'occurrence, plus on peut se l'approprier jeune et en faire
des choses plus positives, effectivement, plutôt quelque chose un peu obscur, qui peut faire peur par ailleurs quand on comprend pas comment ça marche. C'est comme un pilote de Formule 1 qui a besoin de comprendre la mécanique. Il est pas forcément mécanicien, mais il doit quand même comprendre tout ça. Donc il doit maîtriser son outil pour en tirer le mieux, ou simplement un couteau ou un appareil photo, un photographe. Il doit essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Donc c'est la même chose. L'obturateur, tu dois comprendre effectivement pour bien maîtriser. C'est pas l'appareil qui prend la photo, hein, c'est l'humain qui le prend. Donc c'est la même chose. Et pour conclure sur le côté un peu technique pour le moment, bien peut-être ça reviendra, mais les résultats sont bons là aujourd'hui en fin avril 2021. Est-ce que t'es content des résultats? C'est pertinent, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs? Vous avez une espèce d'avantage concurrentiel? Alors, c'est toujours difficile de dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Nous, ce qu'on s'appuie d'abord, il y a d'abord moi mon regard personnel, c'est-à-dire que je suis hyper content de mes robots. Donc, ils m'amènent à un service que je pourrais jamais avoir ailleurs, donc je pourrais pas m'en passer. Ça, c'est le premier truc. Mais on le voit surtout par rapport aux abonnés, par rapport aux clients. Pour donner un exemple, on a une offre payante, hein, c'est comme ça qu'on a monté notre modèle. Qui te permet de spécialiser un robot sur un thème, un sujet qui t'intéresse pour avoir une vision, pour comprendre ton marché qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger. Donc, du coup, on crée des robots spécialisés. Et donc là, on a une offre d'essai de 30 jours et on a ensuite un taux de désabonnement. Donc, ça donne un peu une idée. Donc, donc, quand les gens l'essayent pendant 30 jours, on est sur une offre qui démarre à 15 € par mois, hein, pour les particuliers, et puis c'est un peu plus cher pour les entreprises. Après, on a une offre sur mesure. Le taux de rétention, c'est-à-dire de personnes qui ont fait l'essai de 30 jours et qui s'abonnent, il est de 95%. Et le taux de churn, il est autour de 3% par an. Donc en fait, ça c'est notre meilleur modèle, enfin c'est notre meilleur indicateur en tout cas. Il y a un autre indicateur qu'on utilise, c'est le taux de clic. Tu sais, c'est quand tu as ta newsletter, quand tu la reçois, tu vas cliquer ou pas. Alors il y a l'ouverture et après il y a les clics sur les articles pour aller les lire, puisque toi j'imagine que je le sais, dans la newsletter qu'on reçoit, il y a le titre et les premières lignes, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a même pas les premières lignes, il y a que le titre. Donc c'est vraiment que le titre. Tu es obligé de cliquer si le sujet t'intéresse, tu cliques. Et toi, tu regardes le nombre de taux d'ouverture et le taux de clic. Et il est bon. Le taux de clics, on s'est rendu compte que c'était le meilleur indicateur pour nous, mais on est encore en train d'en rediscuter parce que tout ça évolue. Mais globalement, le taux de clic en fait sur les robots donc spécialisés, qui est celui ceux qui sont payants, il est entre 12 et 60%, ça dépend vraiment. Donc en fait, il est assez élevé, et le taux d'ouverture, il est élevé évidemment pour ceux qui ont pris un abonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'offre gratuite, il reste constant. C'est-à-dire, en fait, normalement, c'est sous les newsletters, le taux d'ouverture, il devrait baisser, puis tu dis, toi, ta base, là, il n'a pas bougé, quoi. Il est toujours le même. Il est autour de 30% pour le gratuit. Et surtout, par contre, pour ceux qui ont pris un abonnement payant, donc c'est notre communauté cœur, hein, on s'est rendu compte qu'il passait à plus de 50%. Sur des newsletters algorithmiques, hein, donc il n'y a pas d'humain dedans, tu vois, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'éditorial, il n'y a pas d'éditorialisation, c'est juste des liens vers l'extérieur. Donc une bonne newsletter faite par un humain, normalement tu es à 45%, donc ça c'est bien. Mais nous on est sur des robots, donc en fait on pensait être sur des taux d'ouverture beaucoup plus faibles. En fait, non seulement ça, ils sont plutôt élevés, mais surtout en fait ils se maintiennent. Donc ça c'est vraiment au-delà de ce que nous on peut observer, que évidemment les robots s'améliorent, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on a, ils s'améliorent parce qu'en fait on a nos clients sont des experts. On a fonctionné que par le bouche à oreille. On n'a pas fait de marketing parce que donc c'était compliqué après au niveau de l'argent, mais en fait on voulait d'abord travailler la qualité des robots pour qu'ils puissent aller sur le plus de sujets possible. Au départ, on n'était que sur certains sujets. Et en fait, on voit que maintenant, aujourd'hui, les robots ont une vélocité assez dingue. Et après, c'est pour ça que souvent, pour le vendre, on dit presque essayer, quoi. Et notre problème aujourd'hui, business, il est de faire connaître Flint. Il n'est pas temps d'améliorer l'outil. D'accord, ça peut justement. Alors tu parlais tout à l'heure de levée de fonds, mais enfin j'ai plein de questions qui me viennent évidemment. Dans l'ordre, sur le modèle, tu as fait le choix. Alors tu dis que tu as une offre particulier et une offre entreprise. C'est quoi le quand même où tu penses que il y a le plus gros potentiel? C'est sur du B2B ou du B2C? J'ai du mal à voir des gens s'abonner, des particuliers s'abonner sur de la veille, parce que bon, de l'info, t'en as vraiment partout. Alors tu l'as dit, c'est un problème, mais les gens sont en train de se dire qu'il faut commencer à s'abonner à des médias. Je les vois moins payer 15 € pour une newsletter pour avoir un truc
thématique, alors qu'évidemment en entreprise, t'es un professionnel sur n'importe quel sujet, automobile, médias, assurance. Bon, tu vois une vraie pertinence, une vraie valeur ajoutée à recevoir une newsletter un peu pointue. C'est quoi le modèle de Flint? C'est B2B ou B2C? C'est une très bonne question, on me l'a souvent posée. On a développé non pas une théorie, parce qu'en fait on l'observe par les chiffres qu'on récupère, hein. C'est quand on essaie de faire quelque chose qui n'existe pas, le mieux c'est de s'appuyer sur les chiffres, ça permet de voir si on avance dans le bon sens et de valider un certain nombre de choses. Et en fait, on fait pas de distinction très forte entre le B2C et le B2B. On a des offres qui sont vraiment centrées sur les entreprises, hein. On a une offre entreprise et puis on a la nouvelle offre qu'on vient de lancer, là, qui est une offre sur mesure qui s'appelle Flint Intelligence, là, qu'on vend évidemment beaucoup plus cher, mais qui est beaucoup plus calibrée. En fait, on s'adapte d'abord aux besoins de chacun. Je pense que dans les années à venir, en fait, la question de l'information pertinente, elle va s'accélérer. Je disais, il y a 4 ans, la crise sanitaire a vraiment marqué, était un moment fort, en fait, un moment un peu de bascule où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, parce que même l'information scientifique devenait contradictoire, donc c'était super compliqué. Et donc, et puis dans chaque entreprise, chacun est un humain, en fait, et on parle à des humains. Et la problématique de l'information pertinente, elle concerne tout le monde. Il se trouve que ensuite l'usage qu'on va faire, parce que l'important c'est la valeur d'usage de l'info, on le perçoit plus facilement dans son boulot. Donc pour l'instant, nos abonnés particuliers le font souvent pour un usage professionnel. Certains le font pour un usage personnel, sur quelques passions, sur des sujets qui les préoccupent, parce que on est une communauté qui se pose beaucoup de questions. On a des niveaux sociaux très différents, hein, mais on a des gens qui s'interrogent. T'as pas un profil type dans tes abonnés particuliers? Alors, on l'a fait analyser par un sociologue, parce que on interagit énormément avec cette communauté. On a aujourd'hui, si tu veux, 15 000 abonnés français, 21 000 dans l'ensemble. Sur ceux-là, on a une abonnés payants, quand tu dis. Abonnés gratuits. Abonnés payants, on est sur 300 personnes. Ensuite, donc là, on est dans la phase où on a du bouche à oreille. Donc, on lance le marketing en ce moment. Donc, on a ensuite des objectifs de croissance, mais on était sur que du bouche à oreille. Donc, avec zéro de moyen de partager. C'était uniquement les plus de 30% des gens qui venaient en avaient entendu parler en physique par quelqu'un. Donc c'était même pas quelqu'un qui avait passé un mail, c'est vraiment du vrai bouche à oreille, parce qu'on avait besoin pour protéger nos algorithmes au départ. Maintenant, on est prêt à s'épandre, mais pour l'instant, on avait besoin d'être comme ça. Et là-dessus, on a une communauté, on va dire, de 4000 personnes, en fait, qui ouvrent régulièrement la lettre, notamment, que je fais le dimanche, qui est une lettre que j'écris à la main, où je nous interroge à la fois sur l'entreprise qu'on mène, sur le projet qu'on a, sur aussi qu'est-ce que ça veut dire s'informer dans un monde chaotique. Donc là, il y a beaucoup d'échanges, et sur ces gens-là, il y a une communauté cœur de 600 personnes qui est hyper active, qui va participer, qui a d'ailleurs investi dans Flint au moment de la levée de fonds, pour en parler. Et puis, à l'intérieur de ça, on a un tout petit groupe d'une 50aine de personnes. Et on leur demande, je les interroge beaucoup, donc on a beaucoup de verbatim, on les interroge sur l'info, sur comment ils utilisent Flint régulièrement, et on a comme ça plus de 10 000, plusieurs milliers, en fait, de verbatim de la part de cette communauté-là. On l'a fait analyser par un sociologue qui travaille pour un grand institut de sondage, qui a analysé tous ces verbatim-là, et qui nous a fait une étude qui était assez intéressante, qui nous a dit qu'il y avait une grande cohérence. On est plutôt sur des gens urbains, en majorité, un peu CSP+, mais il n'a pas trop voulu utiliser ça, parce que justement, on retrouve dans ces utilisateurs des profils très différents, et globalement des gens qui sont passionnés par l'info. Ça les intéresse, ils sont un peu inquiets aussi en même temps, et ils ont envie de penser par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment ce qui les rassemble. Donc, c'est plutôt une façon de se comporter face à l'info. C'est notre communauté cœur, mais la semaine dernière, il y a quelques jours, en fait, on a organisé une première rencontre en vocal avec une partie de la communauté, et c'était c'est un petit peu libre antenne, quoi. Chacun se présentait, parce qu'ils se connaissent pas entre eux, ils me connaissent moi, donc moi je leur réponds à chaque fois. Ils m'envoient des lettres très longues, je leur réponds aussi, etc. Donc j'ai un rapport un peu intuitif et intime avec eux, mais ils se connaissaient pas entre eux. Donc je veux qu'ils se connaissent. Et alors cette soirée, c'est extraordinaire. On a eu une espèce d'apéro Flint, quoi. Voilà, apéro Flint, en plus en mode confinement, ça faisait du bien à tout le monde. Ça a duré 2 heures, et on a eu alors une responsable d'un tabac presse dans le centre de la France, dans un village, qui racontait comment elle essayait de faire changer le comportement de ses clients face à l'info, en leur proposant d'autres magazines, des journaux, de les faire réfléchir. Une prof d'un collège de banlieue dans l'est de la France, qui racontait comment elle va
tenté maintenant aujourd'hui auprès de ces élèves de les faire travailler leur esprit critique et leur rapport à l'info. On a eu la directrice du numérique d'un grand groupe média de télé qui est venue raconter toutes les questions qu'elle se posait, comment elle essayait maintenant d'utiliser Internet pour faire passer des documentaires plus longs, mais qui marchent mieux sur Internet, qui passeraient jamais en fait en ligne. Très formaté en ligne. Ouais. On a eu un mec qui bosse pour une association qui lutte pour l'environnement, contre le réchauffement climatique, a mis en place tout un outil pédagogique en ligne pour permettre justement de réfléchir avec l'esprit critique sur ce qui est en train de se passer. Et puis on a une productrice qui faisait à la fois de la télé-réalité, puis maintenant on fait plus de documentaires pour Arte, qui s'interrogeait en fait sur le sens de l'émotion dans s'informer, en disant que l'émotion en fait ça nous trompe. Elle dit non, au contraire, l'émotion nous aide à nous rendre plus intelligents. Enfin, c'était extraordinaire. Et on s'est rendu compte là et c'est pour ça que je fais ce métier en fait. C'est parce que l'idée c'est de mettre à la fois de proposer des ressources qui permettent de s'informer de façon plus pertinente et en même temps de proposer des méthodes, de travailler ensemble ces méthodes, parce qu'on parle souvent des algorithmes qui nous trompent et qui nous emmènent parfois à nous désinformer ou nous enfermer dans notre bulle, mais on parle pas assez de nos biais cognitifs et de notre dans les deux risques qu'on a face à l'information, il y a les algos et il y a le cerveau. Et notre cerveau, quand on rentre un peu dedans, on a toujours l'impression que tout le monde nous manipule et qu'on nous ment, mais notre cerveau nous ment beaucoup plus que nous mentent peut-être les gouvernements ou les algorithmes de Facebook. Ouais, ça c'est intéressant. Et justement, comment est-ce que tu peux lutter contre ces biais? Parce que et ça pourrait être une évolution de Flint. Est-ce que ce serait une évolution technologique ou plus dans les services, tu vois? Est-ce que au-delà de la veille d'articles, tu pourrais en extraire un contenu, expliquer un contenu, être dans une critique, aller un petit peu plus loin que juste dans une veille qui est déjà hyper importante, hein, mais tu vois, comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de Flint? La raison, le projet sur lequel on a, le projet d'entreprise sur lequel on a levé des fonds, au départ, c'était un projet dans un garage. Donc maintenant, on a une entreprise, on a embauché, on a des salariés, commerciaux, commerciales, une journaliste, etc., une développeuse. C'est de pouvoir trouver un modèle vertueux, un modèle économique vertueux qui permet d'allier en fait la mission sociale qu'on s'est donnée avec évidemment un service d'informations plus pertinentes. Donc là, dont le principal modèle, évidemment, le principal revenu vont venir des entreprises parce qu'eux, ils ont des vrais besoins. Dans ce cas-là, si on n'a pas d'infos aujourd'hui, on prend un vrai risque, surtout en ce moment, on prend un vrai risque pour l'avenir de son boulot. La concurrence arrive de n'importe où, le monde avance très vite. Donc, c'est de trouver un modèle vertueux entre les deux. Donc, c'est une alliance entre les ressources et quelque part la méthode, c'est-à-dire en fait une dimension un peu pédagogique. Donc, au lieu d'avoir des contenus éditoriaux tels qu'on les entend, c'est plutôt des contenus pédagogique que j'ai déjà commencé à faire avec la lettre que j'envoie le dimanche, qui s'appelle Flint Dimanche, dans lequel je nous interroge, mais moi-même, je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire s'informer, quels sont les pièges à éviter, dans quel monde on vit par rapport à tout ça. Et donc donc un des projets, c'est de permettre à chacun d'être le propre rédacteur en chef de son journal. On va appeler ça un robot journal. Et donc de pouvoir choisir ses algorithmes de recommandation, ceux qui lui semblent les plus pertinents. Donc il va avoir un choix entre ces algorithmes-là. Et puis en même temps, acteur sur ces algorithmes, quoi. C'est-à-dire vraiment pouvoir un peu les manipuler, jouer avec pour, être un acteur. C'est vraiment le terme. Un petit peu comme on parle dans l'alimentation, tu sais, du consommateur. Pour bien t'alimenter, pour bien te nourrir, en fait, il suffit pas d'aller au supermarché et d'acheter un truc avec une bonne étiquette. L'étiquette est importante, mais il faut aussi que tu te poses des questions, toi. C'est quoi? Quels sont les aliments qui sont bons? C'est quoi les acides gras? C'est quoi? Est-ce que tu as besoin de protéines ou pas? Qu'est-ce qui crée de l'addiction? Bon, le sucre, c'est bien, c'est pas bien. Bon, donc je pense qu'il y a une auto-éducation qu'on doit avoir, qu'on a eu d'ailleurs depuis 20 ans, depuis l'épisode de la vache folle, et qu'aujourd'hui on doit avoir, nous, parce que nous on n'a pas eu de vache folle dans l'information, on a eu les fake news. On a eu les fake news, c'est notre vache folle, c'est clair. Et donc c'est pas l'ensemble de l'industrie de l'information, et je mets les réseaux sociaux et les grands médias, qui vont régler le problème en fait. C'est une action continue d'éducation de chacun, de chaque citoyen, de chaque décideur en entreprise. Et puis on va avoir arrivé des petits producteurs indépendants, comme on l'a vu arriver dans l'agroalimentaire. Puis après les gros vont suivre. Donc c'est vraiment, je crois qu'on est au démarrage en fait de quelque chose, et nous on veut participer à ça. On veut devenir un acteur majeur de l'information d'ici 3 ans, avec ces ressources qui sont fondées sur l'intelligence artificielle et collective. Et en même temps une méthode qui permette de développer son esprit critique. Donc on va
on va avoir un journal à composer quelque part soi-même avec des rubriques éditoriales et des rubriques algorithmiques qui vont nous permettre à la fois de nous informer de façon plus pertinente et en même temps de nous interroger sur notre cerveau, sur la façon dont on s'informe aujourd'hui. Donc avec notamment une rubrique qui permet sur un débat qui est complètement, je sais pas si tu vois, à la télé, il y a des débats mais infinis, personne n'est d'accord, tout le monde se met sur la gueule et essaie d'avoir raison. Mais en fait, c'est quoi le truc, quoi? Et en fait, c'est de permettre comprendre quel est le piège dans ce débat-là, quels sont les biais qui sont à l'œuvre et qui peuvent faire en sorte qu'on peut se tromper. Et puis de décrypter un peu plus ça. En plus, on a nos algorithmes qui permettent aussi d'étiqueter l'info et de voir qu'un contenu, il a un biais politique, par exemple, assez fort. Et ouais, puis derrière, ça serait effectivement intéressant, voir un article un peu populiste, etc. Donc expliquer les enjeux d'un débat, montrer des articles un peu anglais et des clés de lecture qui te permettent un peu de te situer dans ce débat. Ouais, et puis sans avoir de biais subjectifs, etc. Alors, tu peux avoir une opinion, mais en fait, quelle que soit toutes les opinions sont bonnes, en fait. Il y a pas d'opinion qui doit en annuler une autre. C'est un élément, je pense, essentiel. Il y a un historien qui disait récemment, il faut qu'on arrive à recréer un cadre pour nos désaccords. Il faut qu'on arrive à débattre dans un cadre, en fait. Et le cadre, c'est les faits. Il faut qu'on soit au moins d'accord sur les faits. Si on commence à pas être d'accord sur les faits, ça va plus, quoi. Oui. Donc c'est arriver aussi à poser les faits, les éléments à peu près objectifs qu'on peut avoir, sur lesquels après chacun peut avoir son interprétation, son opinion, c'est très bien. Et donc recalmer le débat, je pense que c'est si on peut aider à faire ça. Et là-dessus, on utilise à la fois l'humain, le collectif avec notre communauté, mais aussi les algorithmes, puisqu'on a développé depuis plusieurs mois déjà maintenant ce qu'on appelle un UCA de l'information, c'est une capacité d'étiqueter l'information de façon algorithmique pour essayer d'identifier à la fois des niveaux d'opinion, donc gauche-droite, et à la fois un niveau d'expertise, par exemple scientifique ou ingénieur, qui permet de donner aussi une idée de la qualité de l'info. Et ça, il est disponible, ce service dont tu parles? On l'a fait de façon, on a fait un prototype, mais nous, ça nous aidait déjà à améliorer la qualité des robots, puisqu'en fait, oui, bien sûr. Donc, en gros, c'est tout un travail d'indexation, on va dire, quelque part, de ce qu'on analyse. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que, c'est là où je te parle de modèle vertueux, c'est que on l'a mis en place pour répondre à une problématique qu'on estimait être sociale. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on a inversé ça nous permettait d'avoir des flux beaucoup plus pertinent pour les entreprises. Et en fait, on a créé ce qui s'appelle Flint Intelligence, qui permet d'avoir des flux d'informations hyper calibrés grâce à cet étiquetage précis. Par exemple, tu peux te dire, tiens, je vais essayer d'avoir sur par exemple le climat, je vais avoir une approche plutôt scientifique, de qualité scientifique. Donc du coup, finalement, ce modèle qui nous semble utile pour l'information en général, en fait, nous permet de mettre en place des outils et des services pour les entreprises. C'est pour ça que je parle de modèle vertueux. Quand on essaie de régler les problèmes du monde, en fait, on peut arriver aussi à régler les problèmes. Ouais, bien sûr, tous ces outils. Et quelle perspective business? Donc, tu parlais, tu as fait une levée de fonds, donc là, qui est en 2021, c'était en fin 2020. Donc là, j'imagine qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore rentable. Toi, c'est quoi les perspectives business tu crois plus dans le média dont tu es en train de parler? Il y aura ce média et à côté les newsletters? Non, la mission sociale, elle nous permet de développer les bons outils et de permettre de gagner en audience. En fait, notre principale problématique aujourd'hui, c'est de nous faire connaître maintenant, parce que pendant 3 ans, on était sur le bouche à oreille. Maintenant, il faut qu'on fasse connaître ce qu'on fait. Donc, la dimension, je dirais, éditoriale, quelque part, pédagogique, et aussi la plateforme, ce journal quotidien mi-algorithmique, mi-humain à composer soi-même. Ça, c'est ce qui nous permet de mieux faire connaître et de servir aussi de vitrine à tout ce qu'on est capable de faire. Oui, bien sûr, c'est là le produit objectif aussi. Voilà. Donc ça, l'objectif, il est de passer de 20 000 à 50 000 d'ici la fin de l'année, et puis ensuite à 100 000, etc. Et ensuite, derrière, le modèle économique, le principal modèle d'affaires, c'est cette offre qu'on appelle Flint Intelligence, parce qu'elle est beaucoup plus haut de gamme et sur mesure. On va cibler plutôt là des entreprises d'une certaine taille qui ont des vrais besoins d'intelligence aujourd'hui. Il se trouve que qu'on a tous nos anciens abonnés entreprises, on les a transformés sur cette nouvelle offre parce qu'ils en étaient contents. Donc ça nous rend plutôt optimistes et clair. Donc l'idée, voilà, c'est d'améliorer encore la qualité de ce qu'on fait pour lui donner plus de valeur, donc la vendre aussi plus cher évidemment pour ceux qui en ont un vrai besoin. Donc c'est
c'est à la fois développer l'audience et ensuite derrière d'augmenter la valeur de ce qu'on vend. C'est cette tenaille en fait que l'on va tenir avec des objectifs donc sur 2 ans, avec une idée de levée de fonds assez rapide dès qu'on devra accélérer. Pour l'instant, on doit mettre en place ça. C'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. On est déjà en prod et en commercialisation. Et ensuite, d'ici quelques mois, envisager une accélération, peut-être en passant par une levée de fonds. Top. Écoute, c'est passionnant, ça suit, c'est des belles perspectives au-delà du business social et d'usage et puis autour de l'éducation des médias. Je trouve ça vraiment passionnant. On est vraiment au cœur du sujet. On arrive au bout de cet épisode. Sur Flint, pour conclure, j'aime toujours un peu demander aux invités quels sont sur plus le futur, des tendances, la prospective. Pour toi, la collaboration, enfin, ce serait quoi le futur de la collaboration intelligence artificielle, médias et journalistes, des champs d'application qui pourraient être porteuses pour les rédactions dans les 3-5 prochaines années? Est-ce que tu réfléchis à ça? T'as quelques idées? Oui, j'ai toujours du mal à prédire parce que je suis pas très bon en prédiction. Je dis souvent ça, c'est toujours complexe. Tu t'es planté quelques fois? Jamais, mais j'ai jamais prédit en même temps. Toi, donc j'évite de faire ça. Bon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas les tendances qui sont à l'œuvre. Tu vois ce qui s'est passé avec la newsletter. Nous, quand on a lancé Flint il y a 4 ans, on l'a fait en newsletter. On disait mais pourquoi tu fais des newsletters? C'est ringard. Tu devrais plutôt faire des chatbots. Bon, bah ok. Tu vois là pour le coup, t'as une nez creux. Mais ce qui est intéressant, c'est même, en fait, c'était très pragmatique parce qu'on l'avait essayé pour Nice Matin et on avait essayé les réseaux sociaux et d'autres plateformes. On s'est rendu compte que la newsletter, c'est le truc le plus simple, qui permettait d'avoir la meilleure mesure et qui transformait le plus, qui avait le plus d'engagement. Donc et en plus, ça demande pas beaucoup de technologie. Donc je pense que s'il y a une évolution qu'on peut imaginer, c'est aller vers une technologie beaucoup plus frugale en fait. On l'utilise vraiment pour ce dont on a besoin. Donc il faut arrêter la hype autour de la techno. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et des journalistes. Est-ce qu'ils vont les remplacer ou pas? Je pense qu'il faut être très concret. L'important, on le voit bien. On voit que l'évolution du modèle, elle va vers un modèle payant. Alors, elle ne pourra pas être payante pour tout le monde parce qu'on va arriver à un moment à une saturation. Donc, je pense qu'il y a 1 ou 2 médias qui vont gagner le gros lot, les médias auxquels peut-être tout le monde sera abonné. Puis après, il y aura des producteurs indépendants qui vont arriver. Je pense en gros, on arrivera sans doute à un grand média auquel on s'abonne et puis on va soutenir des petits producteurs indépendants exactement comme on le fait dans l'alimentation. Si on étudie l'alimentation, l'agroalimentaire tel qu'il évolue aujourd'hui, avec ses circuits courts aussi, je pense qu'on peut avoir une idée de comment va évoluer l'information parce que c'est une nourriture du cerveau. Et c'est une nourriture démocratique, donc c'est à peu près la même logique. Donc je pense que l'utilisation de la technologie, elle va de plus en plus utilitaire au service de la qualité à la fois du contenu, du fond, mais aussi de la qualité du lien avec l'audience. Et cette qualité du lien, c'est peut-être ce qui parfois est un peu oublié par les médias, et pourtant elle est tellement essentielle parce qu'elle va jouer sur tous les critères. On s'abonne aussi parce qu'on a envie de soutenir un média, parce qu'on pense qu'il est important dans la démocratie. C'est clair. Et on a besoin de transparence, au moins de sincérité de la part des journalistes. Donc je pense que c'est sur ces pistes-là, à mon avis. Donc tu vois, la techno, je l'ai mis un peu à côté. Il y en aura de la techno parce qu'elle va nous permettre aussi de dégager des journalistes sur un certain nombre de tâches qui servent à rien, qui peuvent être faites par des robots, qui sont assez automatiques. Tout ce qui peut être automatisé. Ouais, du reporting, des choses très très factuelles. Oui, ou des résumés. Voilà. Et aussi utiliser la technologie pour peut-être aussi aller détecter des informations dans le bruit. Donc par exemple, voir des anomalies dans l'info, dans les mouvements financiers, par exemple, des choses comme ça. Et utiliser aussi la technologie. Moi, je trouve que un des très bels exemples, c'est ce qu'a fait le New York Times, qui a ensuite été reproduit par Le Monde, c'est que ils partent sur un élément. Alors le New York Times l'avait fait sur des missiles qui auraient été tirés par les Russes en Syrie, on savait pas trop, etc. Ils ont récupéré toute la technologie, ils ont récupéré des données, ils ont utilisé du machine learning, ils ont utilisé des photos, des vidéos prises sur les réseaux sociaux, plus des écoutes de conversations entre les militaires russes, etc. Ils ont tout mis ça ensemble et à la fin, ils arrivent à des éléments de preuve. Et on a un documentaire qui a été diffusé sur New York Times, mais aussi sur YouTube, qui a été vu des millions de fois. Et là, on voit vraiment l'alliance. Le journaliste continue de jouer son rôle, qui est d'accumuler des faits pour se rapprocher de la vérité. Il n'a pas d'autre rôle que ça. Si on essaie de dépouiller le rôle du journaliste. Investigation, recueil de données. Voilà, investigation ou simplement rassembler le plus de faits possible pour ensuite pour
pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Et l'évolution qu'il va avoir, c'est que on est face, je pense, une génération, mais aussi parce que le chaos de l'info fait ça, c'est qu'on a besoin de devenir autonome par rapport à sa consommation d'informations. Donc on n'attend pas du média qui nous dise quoi penser. On attend du média qui nous donne les éléments qui vont nous permettre de nous faire notre propre opinion. C'est un peu ces outils-là, ces ressources-là qu'on met en place au service des citoyens et des décideurs. Hein. Mais je pense que c'est une évolution, à mon avis, majeure qui a lieu aujourd'hui et qui va, à mon avis, se déployer dans les prochaines années. Qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est effectivement important et j'espère que Flint y participera. C'est un peu ce que vous cherchez à faire. Benoît, merci pour ton temps, c'était passionnant. Tu racontes ça en plus évidemment très très bien. Donc merci du temps consacré. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode sur Flint jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.